L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 42, deuxième partie. Les gazettes. De l'île de Tahiti dans la mer du Sud, Lorsque Monsieur de Bougainville découvrit cette île fortunée, où régnaient les mœurs de l'âge d'or, il ne manqua pas de prendre possession de cette île au nom de son maître. Il s'embarqua ensuite et ramena un Tahitien, qui en 1770 fixa pendant 8 jours la curiosité de Paris. On ne savait pas alors qu'un Français ému de la beauté du climat, de la candeur de ses habitants, et plus encore des malheurs qui attendaient ce peuple innocent, s'était caché pendant que ses camarades s'embarquaient. À peine les vaisseaux furent-ils éloignés qu'il se présenta à la nation. Il l'assembla dans une vaste plaine et lui tint ce langage. C'est parmi vous que je veux rester pour mon bonheur et pour le vôtre. Recevez-moi comme un de vos frères. Vous allez voir que je le suis, car je prétends vous sauver du plus affreux désastre. Ô peuple heureux, qui vivez dans la simplicité de la nature. Savez-vous quel malheur vous menace? Ces étrangers si polis que vous avez reçus, que vous avez comblés de présents et de caresses, que je trahis en ce moment, si c'est les trahir que de prévenir la ruine d'un peuple vertueux. Ces étrangers, mes compatriotes, vont bientôt revenir et amèneront avec eux tous les fléaux qui affligent les autres contrées. Ils vous feront connaître des poisons et des maux que vous ignorez. Ils vous apporteront des fers, et dans leur cruel raisonnement ils voudront vous prouver encore que c'est pour votre plus grand bien. Voyez cette pyramide élevée, elle atteste déjà que cette terre est dans leur dépendance, comme marquée dans l'empire d'un souverain que vous ne connaissez pas même de nom. Vous êtes tous désignés pour recevoir des lois nouvelles. On fouillera votre sol, on dépouillera vos arbres fruitiers, on saisira vos personnes. Cette égalité précieuse, qui règne parmi vous, sera détruite. Peut-être le sang humain arrosera ces fleurs qui se courbent sous le poids de vos innocentes caresses. L'amour est le dieu de cette île. Elle est consacrée, pour ainsi dire, à son culte. La haine et la vengeance prendront sa place. Vous ignorez jusqu'à l'usage des armes, on vous apprendra ce que c'est que la guerre, le meurtre et l'esclavage. À ces mots ce peuple pâlit et demeura consterné. C'est ainsi qu'une troupe d'enfants, qu'on interrompt dans leurs aimables jeux, palpite d'effroi, lorsqu'une voix sévère leur annonce la fin du monde et fait entrer dans leur jeune cerveau l'idée des calamités qu'ils ne soupçonnaient pas. L'orateur reprit. Peuple que j'aime et qui m'avez attendri. Il est un moyen de vous conserver heureux et libres. Que tout étranger qui débarquera sur cette rive fortunée soit immolé au bonheur du pays. L'arrêt est cruel, mais l'amour de vos enfants et de votre postérité doit vous faire chérir cette barbarie. Vous frémiriez bien plus, si je vous annonçais les horreurs que les Européens ont exercées contre les peuples qui, comme vous, avaient la faiblesse et l'innocence pour partage. Garantissez-vous de l'air contagieux qui sort de leur bouche. Tout, jusqu'à leur sourire, est le signal des infortunes dont ils méditent de vous accabler. Les chefs de la nation s'assemblèrent, et d'une voix unanime décernèrent l'autorité à ce Français qui se rendait le bienfaiteur de toute la nation, en la préservant des plus horribles calamités. La loi de mort contre tout étranger fut portée et exécutée avec une rigueur vertueuse et patriotique, comme elle fut exécutée jadis dans la Tauride, peut-être chez un peuple, selon les apparences, aussi innocent, mais jaloux de rompre toute communication avec des peuples ingénieux, mais en même temps tyranniques et cruels. On apprend que cette loi vient d'être abolie, parce que plusieurs expériences réitérées ont prouvé que l'Europe n'est plus l'ennemi des 4 autres parties du monde, qu'elle n'attente point à la liberté paisible des nations qui sont loin d'elle, qu'elle n'est plus jalouse à l'excès du despotisme honteux de ses souverains. Qu'elle ambitionne des amis, et non des esclaves, que ses vaisseaux vont chercher des exemples de mœurs simples et vraies, et non de viles richesses, etc., etc., etc. De Pétersbourg le
Le plus beau de tous les titres est celui de législateur. Un souverain est presque un dieu pour une nation lorsqu'il lui donne des lois sages et constantes. On répète encore avec transport le nom de l'Auguste Catherine II, on ne s'entretient plus de ses conquêtes et de ses triomphes, on parle de ses lois. Son ambition fut de dissiper les ténèbres de l'ignorance, de substituer à des coutumes barbares des lois dictées par l'humanité. Plus heureuse, plus grande que Pierre le Grand, parce qu'elle fut plus humaine, elle s'appliqua, malgré tant d'exemples contraires, à faire de son peuple un peuple heureux et florissant. Il le fut, malgré les orages publics et domestiques qui battirent son trône et l'ébranlèrent. Son courage a su raffermir une couronne que l'univers se plaisait à voir sur son front. Il faut remonter dans l'Antiquité la plus reculée, pour rencontrer un législateur qui ait eu autant de dignité et de profondeur. Les fers qui chargeaient le laboureur ont été brisés, il a levé la tête et s'est vu avec joie au rang des hommes. L'artisan du luxe a cessé de voir sa profession plus lucrative et plus honorable. Le génie de l'humanité a dit à tout le Nord. Hommes, soyez libres, et souvenez-vous, race future, que c'est à une femme que vous devez ce que vous êtes. Selon le dernier dénombrement des habitants de toutes les Russies, le relevé monte à 45 millions d'hommes. On n'en comptait que 14 en 1769. Mais la sagesse du législateur, son code humain, le trône de ses successeurs solidement affermi, parce qu'ils furent généreux et populaires, tout a rendu la population égale à l'étendue de cet empire, plus vaste que celui des Romains, que celui d'Alexandre. La constitution du gouvernement n'est cependant plus militaire. Le souverain ne se dit plus autocrate, et l'univers, en général, est trop éclairé pour admettre cette forme odieuse. De Varsovie, le. L'anarchie la plus absurde, la plus outrageante aux droits de l'homme né libre, la plus accablante pour le peuple, ne trouble plus la Pologne. L'Auguste Catherine II a jadis merveilleusement influé sur les affaires de ce royaume, et l'on se souvient avec reconnaissance, que c'est elle qui a rendu aux paysans sa liberté personnelle et la propriété de ses biens. Le roi de Pologne est décédé à 6 heures du soir, et son fils est paisiblement monté sur le trône le même jour, il a reçu à cet effet l'hommage de tous les nobles palatins. De Constantinople, le. Ce fut un grand bonheur pour le monde, lorsque le Turc, au XVIIIe siècle, fut chassé de l'Europe. Tout ami du genre humain a applaudi à la chute de cet empire funeste, où le monstre du despotisme était caressé par d'infâmes bachas, qui ne se prosternaient devant lui que pour le surpasser dans ses épouvantables vexations. Le fils, longtemps exilé, rentra dans l'héritage de ses pères, non humilié, mais triomphant, mais robuste et en état de le cultiver. Les usurpateurs du trône des Constantins disparurent dans la boue de leurs antiques marais. Et ces barrières que la superstition, et la tyrannie, son inséparable et affreux collègue, avaient mises aux arts et à la raison, depuis les rives de la Save et du Danube jusque sur les bords de l'ancien Tanaï, furent brisées par un peuple du Nord avec la main de fer qui les soutenait. La philosophie reparut dans son premier sanctuaire, et la patrie des Thémistocles et des Miltiades embrassa de nouveau la statue de la liberté. Elle s'éleva aussi fière et aussi grande que sous les beaux jours où elle brillait avec tant d'éclat. Elle s'étendit dans son ancien domaine, et l'on ne vit plus un Sardanapale, dormant du sommeil de la barbarie entre un vizir et un cordeau, tandis que ces vastes états languissants et dépouillés étaient plongés dans le sommeil de la mort. Le souffle vivifiant de la liberté les anime aujourd'hui. C'est un esprit créateur qui opère des prodiges inconnus aux nations esclaves. Les États du grand Seigneur furent d'abord le partage de ses voisins, mais 2 siècles après ils ont formé une république que le commerce rend florissante et formidable. On a donné un bal masqué où était jadis le sérail. On y a servi les vins les plus exquis, et toutes sortes de rafraîchissements, avec une profusion qui ne dérobait rien à l'extrême délicatesse. Le lendemain on a représenté la tragédie de Mahomet dans la salle de spectacle,
bâti sur les débris de l'ancienne mosquée dite Sainte-Sophie. De Rome, l'empereur d'Italie a reçu au Capitole la visite de l'évêque de Rome, qui lui a porté très respectueusement les vœux qu'il adresse au ciel pour la conservation de ses jours et la prospérité de son empire. Ensuite l'évêque s'est retiré à pied, avec toute l'humilité d'un vrai serviteur de Dieu. Tous les beaux monuments antiques qu'on a fouillés dans le Tibre, où ils étaient ensevelis depuis tant d'années, viennent d'être placés dans les différents quartiers de Rome. On a su les retirer sans élever dans l'air aucune exhalaison dangereuse. L'évêque de Rome s'occupe toujours à donner un code de morale raisonnée et touchante. Il publie le catéchisme de la raison humaine. Il s'applique surtout à fournir un nouveau degré d'évidence aux vérités vraiment importantes à l'homme. Il tient registre de toutes les actions généreuses, illustres, charitables, il les publie en caractérisant chaque espèce de vertu. Juge des rois et des nations par son ardent amour pour l'humanité, il règne par l'empire invincible que donne l'esprit de sagesse, de justice et de vérité. Il concilie les différends des peuples, il les apaise. Ses bulles écrites en toutes sortes de langues n'annoncent point des dogmes obscurs, inutiles, semences de divisions éternelles, mais parlent d'un Dieu, de sa présence universelle, d'une vie à venir, de la sublimité de la vertu. Le chinois, le japonais, l'habitant de Suriname, du Kamtchatka les lisent avec fruit. De Naples, l'Académie des belles-lettres de Naples a adjugé le prix au nommé. Le sujet était de déterminer au juste ce qu'étaient les cardinaux dans le XVIIIe siècle, les mœurs et les idées de ces singuliers personnages, ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient dans la prison du conclave, et le moment précis où ils sont redevenus ce qu'ils étaient lors de l'enfance du christianisme. L'auteur couronné a satisfait pleinement au vu de l'Académie. Il a donné jusqu'à la description de la barrette et du chapeau rouge. Cette dissertation n'est pas moins divertissante que profonde. On a représenté sur le théâtre de la foire la farce de Saint-Janvier, autrefois si sérieuse. On sait que le miracle de la liquéfaction de son sang se renouvelait chaque année. On a parodié cette risible extravagance avec un sel qui a réjoui toute la nation. Les trésors de Notre-Dame de Lorette, qui avaient servi à nourrir et habiller les pauvres, viennent d'être appliqués à la construction d'un aqueduc, attendu qu'il n'y a plus de nécessiteux. On doit faire le même emploi des richesses de l'ancienne cathédrale de Tolède, détruite en 1867. Voyez à ce sujet les dissertations savantes de imprimées en 1999. De Madrid, ordonnance que personne n'ait à se nommer Dominique, attendu que c'est ce barbare qui a jadis établi l'Inquisition. Ordonnance que le nom de Philippe II sera rayé de la liste des rois d'Espagne. L'esprit laborieux de la nation se manifeste de jour en jour par des découvertes utiles dans tous les arts, et l'Académie des sciences vient de donner un nouveau système de l'électricité, fondé sur plus de 20 000 expériences particulières. De Londres, Cette ville est 3 fois plus grande qu'elle ne l'était au XVIIIe siècle, et comme toute la force d'Angleterre peut résider, sans danger, dans sa capitale, parce que le commerce en est l'âme, et que le commerce d'un peuple républicain n'entraîne pas après lui les atteintes funestes qu'il porte aux monarchies, l'Angleterre a toujours suivi son ancien système. Il est bon, parce que ce n'est point le monarque qui s'enrichit, mais les particuliers, de là naît l'égalité qui empêche l'excessive opulence et l'excessive misère. L'Anglais est toujours le premier peuple de l'Europe, il jouit de l'ancienne gloire d'avoir montré à ses voisins le gouvernement qui convenait à des hommes jaloux de leurs droits et de leur bonheur. On ne fait plus de procession pour la mémoire de Charles Ier, l'on voit mieux en politique. On vient d'ériger la nouvelle statue du protecteur Cromwell. On ne saurait dire si le marbre dont elle est composée est blanc ou noir, tant il est mélangé. Les assemblées du peuple se tiendront dorénavant en présence de cette statue, parce que le grand homme qu'elle représente est le véritable auteur de l'heureuse et immuable Constitution.
Les Écossais et les Irlandais ont présenté requête au Parlement, afin qu'il eût à abolir les noms d'Écosse et d'Irlande, et qu'ils ne fissent plus qu'un corps d'esprit et de nom avec l'Angleterre, comme ils n'en font qu'un par le patriotisme qui les anime. De Vienne, l'Autriche, qui de tout temps est en possession de donner des princesses charmantes à toute l'Europe, annonce qu'elle a cette beauté nubile. Elles épouseront les princes de la terre qui donneront le plus beau témoignage de la tendresse de leur peuple. De La Haye, ce peuple laborieux, qui a fait un jardin du terrain le plus ingrat et le plus marécageux, qui a porté tous les trésors épars sur la terre dans un lieu où il ne croit pas un caillou, exerce constamment son étonnante industrie, et montre à l'univers ce que peuvent le courage, la patience et l'emploi du temps. Cet amour extrême de l'or, n'est plus si vif. Cette république a su devenir plus puissante en découvrant les pièges qui préparaient sourdement sa ruine. Elle a reconnu qu'il était plus facile de donner des digues à l'océan irrité, que de résister à un métal corrupteur, et aujourd'hui elle se défend aussi courageusement contre les atteintes du luxe, que contre les assauts de la mer. De Paris, 12 navires de 600 tonneaux sont arrivés en cette capitale et y ont entretenu l'abondance. On y mange du poisson qu'on n'achète point 10 fois sa valeur. Le nouveau lit de la Seine, creusé de Rouen à cette ville, exige quelques réparations. On a affecté à cette dépense 1,5 million tiré du Trésor national. Cette somme suffira, parce qu'on ne se servira ni de régisseur ni d'entrepreneur. Le luxe dévorateur, le luxe insolent, le luxe puéril, le luxe capricieux, le luxe extravagant ne règne plus sur les bords de la Seine, mais bien le luxe d'industrie, le luxe qui crée de nouvelles commodités, qui ajoute à l'aisance, ce luxe utile et nécessaire, si facile à distinguer, et qu'il ne faut pas confondre avec ce luxe d'ostentation et d'orgueil qui insulte aux fortunes particulières, en même temps qu'il achève de les dissoudre et par l'effet et par l'exemple. On a reblanchi la statue du célèbre Voltaire. C'est celle-là même que les gens de lettres les plus distingués par leur talent et leur équité lui ont érigée de son vivant. Son pied droit, comme on sait, foule la face ignoble de F, mais comme le mépris public a beaucoup défiguré la face de ce Zoïle, on voudrait réparer ce monument qui doit attester à tous les sots critiques la honte qui les attend. Comme on n'a point conservé le portrait du barbouilleur qui écrivait un ouvrage périodique pour vivre, on demande quelle tête d'animal lâche, envieux et malfaisant, on pourrait substituer à la sienne. Le Parisien a des notions distinctes sur le droit naturel, politique et civil. Il ne s'imagine plus bêtement avoir donné en propriété à un autre homme sa personne et ses biens. Il sait toujours proférer des bons mots, composer des chansons et des vaudevilles, mais il a appris en même temps à donner à ses plaisanteries un corps solide. Je retournais ma feuille volante. Je voulais y lire encore quelques curieux articles. J'y cherchais celui de Versailles, et mes yeux avides ne le découvraient point. Le maître de la maison s'aperçut de mon embarras et me demanda ce que je cherchais. Ce qu'il y a de plus intéressant dans le monde, lui répondis-je. Les nouvelles du lieu où siège ordinairement la cour, l'article Versailles, enfin, si détaillé, si varié, si amusant dans la Gazette de France. Il se mit à sourire et me dit. Je ne sais ce qu'est devenue la Gazette de France. La nôtre est celle de la vérité, et l'on n'y commet jamais le péché d'omission. Le monarque réside au sein de la capitale. Il est là sous les regards de la multitude. Son oreille est toujours prête pour entendre ses cris. Il ne se cache point dans une espèce de désert, environné d'une foule d'esclaves dorés. Il demeure au centre de ses états, comme le soleil réside au milieu de l'univers. C'est un frein de plus qui le retient dans les bornes du devoir. Il n'a point d'autre organe pour apprendre ce qu'il doit savoir que cette voix universelle, qui perce directement jusqu'à son trône. Gêner cette voix serait aller contre nos lois, car le monarque est l'homme du peuple, et le peuple ne lui appartient pas.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.